Bonsoir à tous, ravi d'être là pour cette série de conférences. Et donc j'ouvre le bal et je vous remercie d'être venus pour écouter dans les 30 prochaines minutes un petit peu cette histoire qui se déroule, qui se développe sur la lutte anti-vectorielle, la lutte contre les moustiques en Polynésie française, sous l'essor bien entendu de l'Institut Malardé et puis de nos partenaires qui sont impliqués également dans ce travail. Je voulais d'abord saluer en fait mon équipe qui est très investie dans ce travail. Vous verrez que c'est énormément d'engagement à titre professionnel et personnel de toutes ces personnes. Une partie de l'équipe est présentée sur cette photo. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans cette photo, mais je voulais les saluer. Il y a également Françoise Mathieu-Daudet, ma collaboratrice chercheuse de l'IRD, qui est présente dans la salle, qui est une grande contributrice à tout ce travail qui va vous être présenté. Alors avant de commencer, on va parler beaucoup de moustiques aujourd'hui. Vous allez en apprendre beaucoup sur les moustiques et les maladies qu'ils transmettent, mais aussi beaucoup sur les travaux qu'on développe et qu'on met en œuvre à l'échelle et à des échelles opérationnelles dès maintenant, depuis quelques années déjà même. Et je vais commencer par tester votre connaissance. Et d'après vous, comment se classe le moustique dans le top 10 des animaux les plus dangereux pour l'homme? Alors, number one, oui, c'est ça. Que d'autres personnes, est-ce que vous avez des idées? Vous êtes tous unanimes, on dirait. D'après vous, c'est le number one. Mais vous avez malheureusement raison. Et de loin, parce que ces moustiques, en fait, on est d'accord, hein, quand je dis le moustique, c'est en fait, il y a plusieurs espèces. Eh bien, il est responsable du décès d'à peu près 800 000 personnes par an, ce qui est énorme quand vous comparez à d'autres animaux dont on entend beaucoup parler dans les médias, les requins, les serpents. C'est de loin l'animal le plus dangereux et qui cause le plus de décès au monde. Alors, j'ai évoqué plusieurs espèces. Et d'après vous, il y a combien d'espèces de moustiques qui ont été recensées dans le monde aujourd'hui? Allez, tentez votre chance. 500. Qui dit mieux? Plus encore. 2000. En fait, c'est 3600 espèces qui, à ce jour, ont été recensées à travers la planète. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a seulement une poignée d'espèces qui sont responsables de ce nombre de personnes qui décèdent chaque année. Et on parle notamment des anophèles en Afrique, responsables de la transmission du paludisme, et puis d'autres moustiques, les Aedes et les Culex en particulier, qui sont responsables de la transmission, par exemple, des arbovirus, la dengue, le Zika, le chikungunya, pour ce qui est des Aedes. Et ce sont les moustiques Aedes qui sont source de la plupart des problèmes ici en Polynésie française. Alors ici, on n'a pas 3600 espèces de moustiques, hein, on a dans un système, dans une situation insulaire, il y a un nombre d'espèces qui est beaucoup plus restreinte. On verra. Pardon. Et donc, on voit sur ce graphe les 15 espèces qui ont été identifiées à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus d'espèces qui sont dans des niches écologiques particulières des îles de la Polynésie française, mais à ce jour. Et vous voyez au cours des âges, depuis 1904, il y a des descriptions d'espèces qui ont été découvertes, identifiées localement. Parmi ces 15 espèces, seules 6 de ces espèces sont endémiques. Donc on ne les trouve que dans les îles de la Polynésie française, qui est relativement pauvre en termes de diversité par rapport à d'autres régions ou d'autres pays. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a les espèces en bleu, ce sont des espèces qui sont présentes de façon plus générale dans le Pacifique, elles sont natives du Pacifique. Et très vraisemblablement, ces espèces, elles ont été transportées par l'homme, et on abordera ça dans une illustration dans le cadre de l'Aedes polynesiensis en particulier. Malheureusement également, et ça ce sont les espèces en rouge, des espèces exotiques envahissantes, très envahissantes, ont également été introduites relativement récemment en Polynésie française. Et on parlera beaucoup là, du moustique en bas de la diapo, de l'Aedes aegypti, qui est au cœur de nos préoccupations en ce moment. Et c'est un moustique qui est sorti de sa niche écologique il y a de cela 200 ans et qui a été distribué à travers la planète, comme vous allez le voir, depuis l'est de l'Afrique jusqu'à travers toute la planète dans les régions tropicales et intertropicales.
Alors, donc ce que je voudrais aussi que vous compreniez, c'est que beaucoup des espèces endémiques sont relativement isolées et que c'est au contact de l'homme que certaines de ces espèces ont été propagées à travers les îles et dans le Pacifique. Donc, dans le cas des espèces endémiques isolées avant le contact humain, et avec l'arrivée des premiers Polynésiens, et dans l'exemple que je prends, c'est l'Aedes polynésiensis, vous voyez une distribution qui est la distribution actuelle, qui résume un petit peu ce qui s'est passé avec le contact des humains. C'est une population, une espèce qui s'est propagée, vraisemblablement. L'hypothèse, ce serait que c'est un moustique qui était présent initialement au Samoa ou à Fidji et qui a été propagé avec le déplacement des populations polynésiennes il y a à peu près de cela 1000 ans, jusqu'à ce qu'on retrouve ce moustique à peu près un peu partout dans le Pacifique, en tout cas dans le triangle polynésien, et donc jusqu'à l'île de Pitcairn. Et puis un peu plus récemment, avec le contact avec les Européens, donc c'est là qu'on voit arriver ces fameuses espèces exotiques envahissantes, l'Aedes aegypti et également le Culex quinquefasciatus, qui ont déferlé dans les îles. Et je vais vous montrer une illustration de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, qui a été documenté en fait depuis 1904 pour l'Aedes aegypti dans la prochaine diapo. Donc aujourd'hui, on est très exposé au risque de l'introduction du fameux moustique tigre asiatique, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a déferlé aux États-Unis, qui déferle en Europe, en France en particulier. Il a conquis, malgré le fait que ce soit une zone tempérée, il a conquis toute l'Europe, aujourd'hui quasiment toute l'Europe. Et c'est un moustique qui est vecteur de maladies, au même titre que l'Aedes aegypti. C'est ce moustique-là qui est la cause de l'épidémie de chikungunya qui a sévi à l'île de la Réunion encore récemment, et qui n'est pas présent actuellement en Polynésie française, mais qui est vraiment aux portes de la Polynésie, puisque c'est d'une des espèces qui se répand le plus rapidement à travers le Pacifique en ce moment et à travers d'autres régions du monde, à vrai dire. Et donc tout ça c'est possible sous l'effet du transport de marchandises. Les moustiques ont tendance à être transportés non pas sous la forme de moustiques adultes, de mâles ou de femelles, mais plutôt sous leur forme d'œufs qui ont la capacité de résister en fait à la dessiccation et d'être transportés sur des matériaux où les femelles ont déposé leurs œufs, et ça passe à travers la biosécurité et ça arrive dans les îles, et à partir de là, si les conditions sont bonnes, si les gîtes contenus dans ces matériaux sont remis en eau, pouf, c'est l'établissement de l'espèce et sa propagation dans la zone. Alors, ce que vous allez voir là, c'est une petite animation qui démarre en 1904 à Tahiti, première description. Et ça, c'est possible grâce en fait aux campagnes entomologiques qui ont été réalisées au cours des décennies par nos prédécesseurs, entomologistes médicaux, et qui nous a permis de voir comment ce moustique Aedes aegypti a progressé en quelques décennies il s'est propagé à travers la Polynésie française. Donc on commence à Tahiti, première description en 1904 de la présence de cette espèce qui n'était pas présente avant du tout à Tahiti. Et puis on fait un bond en 1955, nouvelle campagne entomologique qui établit que ce moustique est maintenant partout présent dans les îles de la Société. Et puis les années 60 arrivent, c'est le développement des pistes d'atterrissage, le développement aussi des développements au niveau des tuamotu. Et là, vous voyez, le moustique Aedes aegypti est partout. Il a vraiment investi les tuamotu sous l'essor du transfert et du développement de cet atoll. Et puis, il faut attendre les années 70 pour le trouver aux Australes. Et ce n'est que dans les années 80 qu'on le détecte, qu'on le détecte aux Marquises. Donc il y a un processus de transport assisté par l'homme là, qui est manifeste. Ce moustique-là ne traverse pas des grandes surfaces, des grandes distances. C'est un moustique qui est très casanier, moustique urbain par définition, qui ne pique quasiment que l'homme et qu'on retrouve autour de chez soi. Et donc il a été transporté de proche en proche sous notre action à travers les décennies. Donc une introduction relativement récente, vous en conviendrez, moins de 100 ans, et qui en fait un des objets de notre attention particulière, parce que c'est un moustique qui est présent partout où nous sommes présents, partout où l'homme est présent en Polynésie française et ailleurs. Alors bon, je sais que vous n'êtes pas forcément familier avec la vie des moustiques, donc on va
faire un petit parcours là, du cycle de vie du moustique ensemble. Et ça commence, c'est un peu comme l'œuf ou la poule qui a commencé en premier, mais on va commencer par les femelles moustiques qui nous piquent. Chez les moustiques, seules les femelles nous piquent. Et donc elles ont besoin du sang pour produire leurs œufs. Et ensuite, elles vont changer d'état physiologique. Une fois qu'elles se sont gorgées de sang, elles vont aller s'abriter pendant 2 à 3 jours pour digérer ce sang et synthétiser leurs œufs. Au bout de ces 2 à 3 jours, de nouveau, un changement d'état physiologique, elles vont rentrer en mode de recherche d'un gîte larvaire où pondre leurs œufs. Et donc, c'est tous ces petits gîtes que l'on a chez soi, les pots de fleurs, les pots de bouturage, les vieux pneus qui traînent avec de l'eau, les bâches, je ne pourrais pas tous les citer, les gouttières, également les fosses septiques qui sont endommagés, qui vont être favorables et dans lesquels ces femelles vont aller pondre leurs œufs. Une femelle, elle peut pondre plusieurs dizaines d'œufs par cycle de production de ses œufs. Elle va se gorger à plusieurs reprises dans sa courte vie, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est la raison pour laquelle elles sont capables de transmettre ces fameux virus. Elles vont s'infecter sur une personne qui est malade et aller piquer et transmettre ce virus à des personnes qui sont saines. C'est comme ça que les épidémies peuvent avoir lieu. Une fois que les œufs ont été déposés et que les conditions sont favorables pour l'éclosion de ces œufs, sort une petite larve qui en quelques jours va se transformer en à peine 1 semaine dans notre laboratoire. Tout dépend des conditions de nourriture et de température. Mais en 7 à 12 jours, vous allez avoir une nymphe, un peu comme la chrysalide chez le papillon, à l'intérieur de laquelle la larve se transforme en adulte. Et c'est à la surface de l'eau que de cette nymphe va émerger les moustiques adultes, mâles et femelles. Donc les mâles et les femelles s'accouplent, et puis le cycle est bouclé. Les femelles vont ensuite aller se gorger de sang sur nous, les humains, ou sur d'autres espèces en fonction de telle ou telle espèce de moustique. Ça peut être des oiseaux, des chiens, des chevaux, c'est très versatile, tout dépend de l'espèce. Alors pour l'Aedes aegypti, comme je l'ai cité, c'est principalement des humains, 98%, le moustique urbain par excellence. Et puis pour le moustique Aedes polynésiensis que vous avez vu, qui est très présent et natif dans le Pacifique, eh bien c'est essentiellement l'humain. Dès qu'il a la capacité d'avoir de l'humain dans sa zone, il va piquer l'homme. Et puis des chiens, des rats et des oiseaux. C'est la raison pour laquelle on trouve aussi dans des îles où il n'y a pas d'humain qui vit. Donc on va retrouver ce moustique très très abondant dans les cocoteraies, dans les Tuamotu, y compris dans les îles qui ne sont pas peuplées. Et puis le dernier des moustiques qui fait l'objet aussi de beaucoup de notre attention, c'est le Culex quinquefasciatus, qui est lui un peu un spécialiste d'oiseaux, mais qui pique également l'homme et qui nous importune. C'est un moustique qui pique la nuit, et c'est le moustique que vous commencez à entendre lorsque vous éteignez la lumière et qui commence à vous importuner la nuit. Voilà, ça c'est le tour d'horizon un petit peu des 3 espèces qui nous tiennent très très occupés en ces derniers temps. Et donc dans notre laboratoire, notre mission, nos objectifs, c'est vraiment de nous atteler à réduire ces populations de moustiques, à les éliminer, comme vous avez compris que c'était des espèces envahissantes, exotiques envahissantes, si possible, et de s'adapter à tous les différents types d'habitats que l'on rencontre dans les îles, qu'elles soient les atolls, les habitats autour des habitations et également dans les îles volcaniques sur les zones qui sont forestières ou autres. Et puis, comme on fait partie de l'UMR Sécopole, c'est aussi s'intéresser d'étudier l'impact de ces espèces envahissantes et l'impact de leur élimination également sur la santé et les services des écosystèmes polynésiens. Alors, notre travail, il est très axé sur l'intégration des moyens de lutte. Alors, évidemment, il y a les moyens conventionnels qui sont surtout... On prône en fait la mobilisation communautaire, bien entendu. Tant que c'est possible, dès que c'est possible, on favorise évidemment l'élimination des gîtes autour de soi. Mais ce n'est pas toujours suffisant, c'est vraiment rarement suffisant. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le développement de ces stratégies innovantes qui sont vraiment à un stade de développement industriel, comme vous pourrez le constater. C'est une industrie en plein essor et ces technologies elles reposent sur la production et le lâcher de moustiques mâles stériles. Alors, il y a plusieurs façons de stériliser les insectes, les moustiques. Et au laboratoire, on a travaillé sur 2 approches.
la technique de l'insecte stérile qui permet de stériliser les moustiques par traitement par rayon X. Et aujourd'hui, je vous parlerai que de ça. Et puis, historiquement, on a travaillé aussi sur une autre approche qu'on a mis en application à Tetiaroa avec l'hôtel Brando, avec beaucoup de succès, et qui repose sur l'utilisation d'une bactérie symbiotique qui s'appelle Wolbachia. Donc, comme vous le voyez, il y a de nombreuses études en cours, de nombreux programmes à différentes échelles opérationnelles, à la fois des études soutenues par des établissements académiques, mais également par des sociétés privées qui se positionnent. Et en France, il existe 2 sociétés qui ont ouvert, en fait, l'une à Montpellier, l'une à La Réunion, et qui commencent à offrir leurs services actuellement, depuis cette année, notamment à Montpellier, à Brive-la-Gaillarde. Il y a eu les premiers essais pilotes associés à cette société qui vend des moustiques mâles stériles aux communes ou aux clients qui souhaitent bénéficier de ce genre de stratégie de lutte. Donc l'objectif, c'est bien sûr à la fois, il est double, hein, c'est la santé et le bien-être des populations. Et je dirais aussi que c'est également pour les hôtels et toute l'hôtellerie, le tourisme, hein, évidemment, en Polynésie française et dans les îles du Pacifique. C'est un gain, une différenciation marketing que l'hôtel Brando a bien compris. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est en partenariat avec eux. Et donc, il y a vraiment un avantage potentiellement économique à utiliser ce genre de stratégie. Et bien évidemment, ce sont des stratégies qui ne reposent pas sur l'utilisation de produits chimiques, pas d'application d'insecticides. Donc on a vraiment une approche qui est résolument respectueuse de l'environnement et qui évite l'utilisation de produits chimiques. Alors la méthode, elle est la suivante. Hein. On fait de la production de masse de moustiques d'une colonie qu'on a établie au laboratoire. Les moustiques mâles sont séparés des femelles par une séparation simplement mécanique. Ils sont soumis à un traitement au rayon X dans un appareil qui est dédié pour cela, dont on a fait l'acquisition il y a quelques années. Et puis ces mâles sont ensuite lâchés sur le terrain, dans les zones où il y a des problèmes d'infestation ou de transmission de maladies, dans les quartiers, dans les îles. Et donc ces mâles vont aller s'accoupler avec les femelles sauvages de leur propre espèce. Et en ce faisant, les femelles ne vont plus pondre que des œufs qui ne vont jamais éclore, puisque le résultat de cet accouplement, ce sont des embryons dans l'œuf qui ne se développent pas. Donc on a des œufs qui sont vides et qui font que la population ne peut plus se renouveler au fur et à mesure des lâchers de moustiques mâles stériles. Donc on rentre vraiment en compétition avec les mâles sauvages de la propre espèce, et c'est une question de nombre. Hein. Il faut lâcher à peu près 10 mâles stériles pour chaque mâle sauvage pour arriver à avoir une inflexion en fait, de la nuisance et un effondrement de la population sauvage dans la zone qui est traitée. Donc c'est une solution innovante, hein, bien entendu, qui est durable, on l'a démontré à Tetiaroa, et qui a pour effet de réduire la nuisance et de réduire le risque d'exposition à des piqûres potentiellement infectieuses, puisque la population de moustiques, elle, diminue. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de lâcher des moustiques mâles dans l'environnement, sur le terrain, autour de nous, en fait? C'est parce que, comme je l'ai dit en préambule, les moustiques mâles ne piquent pas. Et comme ils ne piquent pas, ils ne transmettent pas de maladies, ils ne sont pas source de nuisance. Et puis, ils n'ont pas d'impact sur d'autres espèces. Et puis, les moustiques mâles stériles que l'on lâche sur le terrain, comme ils ne transmettent pas leurs gènes dans la descendance, il n'y a pas de descendance, ils ne s'établissent pas dans l'environnement. Ils meurent de leur propre mort au bout de quelques jours. Pendant ces quelques jours de vie, ils vont batifoler, ils vont vivre d'amour et de nectar des fleurs. Et voilà, ce sera ça, en fait, leur condition de vie jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout de quelques jours. Alors, ça, c'est notre laboratoire avant 2018. C'était l'insectarium de Paia. Et sous l'essor, en fait, des résultats qui ont été obtenus notamment avec nos travaux à Tetiaroa, il y a eu vraiment un soutien du pays et de l'État dans la construction de ce qui est aujourd'hui le centre Innoventomo. Donc on est passé d'un bâtiment qui était relativement vétuste, hein, je ne vous le cache pas, à ce magnifique centre Innoventomo qui a vu le jour il y a quelques années à peine et qui nous permet d'envisager les opérations dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est une infrastructure qui est assez unique en France et qui est tout à fait unique dans le Pacifique. Il n'y a pas d'équivalent de par sa taille puisqu'elle contient un module de production industrielle
de moustiques mâles stériles de 600 mètres carrés. Et c'est dans ce bâtiment que l'on fait les élevages de masse de ces fameux moustiques. Là, c'est un exemple des moustiques Aedes polynesensis et du moustique Aedes aegypti. Dans les cages, on maintient ces colonies, on les amplifie de façon à avoir le nombre de moustiques dont on a besoin pour faire les fameux lâchers de mâles stériles sur le terrain. On dispose de tout un outillage qui a été développé en soutien de ce genre d'industrie. Alors ça, ce sont des équipements qui viennent de Singapour ou de Chine ou d'ailleurs. Il y a vraiment un engouement et un développement des outils et des méthodologies pour arriver à produire ces moustiques de façon industrielle. Et puis j'ai évoqué le fait qu'on séparait les mâles des femelles mécaniquement. Il existe maintenant des systèmes de séparation automatique des nymphes, mâles et femelles, en fonction de leur taille. Et c'est ce qui est illustré ici. Alors ça, c'est l'ensemble des programmes que l'on mène actuellement. Donc on ne va pas en parler en détail de tous, hein. Je suis obligé de faire un choix. Mais vous voyez qu'il y a pas mal d'opérations qui nous impliquent dans un grand nombre d'îles. Le programme Pakesati, qui va faire l'objet du reste de ma présentation, le programme Mozeroa Ahwaine qui commence cette année, le programme Stop Extinction qui nous mène à travailler en coordination, en partenariat avec la SOPMANU pour venir en aide dans la sauvegarde du monarque de Fatouiva, un oiseau en voie critique d'extinction, qui est malheureusement impacté par les rats, les chats arrêts et également par le moustique Culex quinquefasciatus, qui est vecteur du paludisme aviaire dont souffre malheureusement cette espèce d'oiseau, et les oisillons meurent quand ils sont jeunes de ces infections par ce parasite du paludisme aviaire. Alors, donc, j'ai évoqué brièvement le programme Elimine Plus à Tetiaroa, donc je vais passer très rapidement. Il y a un article, si vous voulez, vous tapez Los Angeles Times sur Tetiaroa, qui décrit assez bien en fait, les résultats qui ont été obtenus de façon tout à fait accessible pour tout le monde, des résultats qui ont été obtenus à Tetiaroa avec le brando. Et puis, je voudrais passer donc, les quelques minutes qui me restent à parler du programme régional Pakesati. C'est un programme, comme vous voyez, qui mobilise un grand nombre de partenaires et de partenaires financiers également. C'est un programme qui est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et dans lequel l'Institut Malraux est coordinateur de ce programme d'évaluation de l'efficacité de la technique de l'insecte stérile pour lutter contre ce fameux moustique Aedes aegypti, espèce exotique envahissante dont on ne souhaite pas garder sa présence dans les îles ou ailleurs. Donc c'est un programme qui repose sur 3 sites pilotes. Un premier site pilote qui a démarré en avril 2025, donc tout récemment, puisqu'il y avait ce moustique Aedes aegypti a trouvé son chemin, il a cheminé, il est arrivé à s'installer il y a peu de temps en fait, sur l'atoll de Tetiaroa. C'est un moustique qui n'était pas présent il y a quelques années encore. Et donc on a mis en œuvre, en partenariat avec l'hôtel de Brando, eh bien, des lâchers de moustiques mâles stériles de façon à réduire et à éliminer cette espèce de Tetiaroa qui n'a rien à faire là-bas. Et d'ailleurs rien à faire non plus en Polynésie de façon générale. Et puis on commence là tout récemment. On fera le lâcher inaugural la semaine prochaine, le 14 octobre, à Paia. Donc c'est le deuxième volet de notre programme d'évaluation qui implique la commune de Paia et la population de Paia. Donc je ne sais pas si parmi vous, quelques personnes vivent à Paia. Levez le bras si vous... Ok, 2. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre commune, sur la situation actuelle. Et peut-être vous avez eu l'occasion qu'on vienne frapper à votre porte parce qu'on mène une grande enquête. On a lancé le 1er octobre une grande enquête de santé en relation avec ce programme Pakesati. Et puis le dernier site pilote, eh bien, il va concerner l'atoll de Aitutaki, aux îles Cook. Nous avons établi un partenariat avec l'agence de santé des îles Cook. Et l'an prochain, on fera en fait des lâchers de moustiques produits ici à Tahiti, au laboratoire de Paia, qui seront transportés par avion et lâchés sur un rythme hebdomadaire sur l'atoll de Aitutaki pour vérifier notre capacité de déploiement à distance, de projection en fait, de ce genre de stratégie dans les îles du Pacifique. Alors le programme Pakesati, c'est une approche intégrée qui repose tout à la fois sur la mobilisation communautaire par des campagnes d'information et aussi des activités pédagogiques dans les écoles, et puis bien entendu renforcée par ces fameux lâchers de moustiques mâles stériles.
Donc il y a une campagne d'information et de sensibilisation qui est en cours avec les différents volets. Et puis également, comme je viens de le mentionner, cette fameuse enquête qui a commencé par le recrutement d'un certain nombre de foyers tirés au sort et de participants que l'on va solliciter tout au long de cette opération. Pourquoi Paya ? Tout simplement parce qu'on avait besoin d'une logistique simplifiée. Il n'y a pas de rien de particulier à Paya, mais c'était une configuration aussi favorable pour ce programme d'évaluation opérationnelle. Et puis, parce qu'on avait aussi besoin de 2 zones que vous voyez ici, on a tiré au sort ces zones de façon à avoir un comparatif entre une zone qui va bénéficier des lâchers de mâles stériles et une zone qui va bénéficier uniquement en fait, de la sensibilisation communautaire. Donc, on fera un comparatif d'efficacité entre ces 2 zones. Donc, c'est un programme qui va nous mener dès ce mois-ci jusqu'à avril 2027, avec de la surveillance entomologique qui a commencé l'an dernier, et je vais vous livrer les premiers résultats de cette surveillance, qui a reposé sur en fait, le déploiement d'un réseau de pièges dans Paya, dans ces 2 zones que je viens de vous présenter. Une cinquantaine de pièges qui nous informent en fait, sur la situation par rapport à la distribution, le nombre d'espèces et l'abondance de ces moustiques dans ces 2 quartiers, dans ces 2 zones. Ça a mobilisé 52 foyers, des personnes qui ont ouvert leurs portes pour accepter qu'on installe un piège chez eux. Et les membres de mon équipe passent toutes les semaines pour lever ces pièges depuis maintenant 1 an et pour les 18 prochains mois. 6 établissements publics également, et puis c'est 10 membres de mon équipe qui sont impliqués dans ce travail, et puis des agents communaux aussi qui nous aident dans ce travail. Alors les résultats de l'année écoulée, c'est un gros travail. Chaque moustique qui est collecté dans ces pièges sont regardés individuellement sous la loupe binoculaire pour voir un petit peu identifier espèce par espèce, et si on a affaire à des mâles ou des femelles. Et au total, on a capturé 93 000 moustiques sur l'année qui s'est écoulée. 7 espèces recensées, mais vous voyez qu'il y a parmi ces 7 espèces, en fait, 2 espèces qui sont largement dominantes, qui représentent 97% de la nuisance. Et vous ne serez pas surpris de retrouver le fameux Aedes aegypti, qui représente presque 2 tiers des captures dans cette zone urbaine de Paya, et le Culex quinquefasciatus pour une grosse proportion. Et puis, il y a très peu d'Aedes pollinicensis dans cet environnement très anthropisé, très transformé par l'homme. Alors, ce moustique Aedes aegypti représente aussi 95% des spécimens. Ce sont 95% des moustiques vecteurs de ces fameuses maladies, la dengue, le Zika, le chikungunya. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez que nos efforts se concentrent évidemment sur ce moustique à Paya. Et c'est la même chose dans les autres communes, de Papeete, de Mataya. À partir du moment où vous avez des communes urbanisées, on retrouve quasiment uniquement ce moustique. Donc l'opération, elle va durer 12 mois avec des lâchers de moustiques mâles stériles et la mobilisation communautaire, une campagne d'accompagnement aussi de sensibilisation. Et puis elle va être assujettie également à cette fameuse enquête de santé qui va nous permettre de mesurer la perception des gens et également aussi leur statut d'exposition aux piqûres de moustiques à travers, je vais passer, 3-4 visites qui vont s'échelonner dans le temps. Tous les 6 mois, on va retourner auprès de ces cohortes de personnes pour voir où ils en sont vis-à-vis de leur statut sérologique d'exposition au virus et d'exposition aux piqûres de moustiques. Également, procéder à un questionnaire d'évaluation de leur connaissance, de leur pratique et de leur attitude vis-à-vis des moustiques et des maladies qu'ils transmettent. Donc voilà les 2 zones que vous voyez leur servitude. Donc si vous habitez dans ces zones-là, maintenant vous voyez que vous allez bénéficier en fait d'un programme très innovant. Et puis, donc ça c'est vraiment les 2 zones qui font l'objet en fait de cette enquête qui a démarré. On procède actuellement au recrutement des personnes. Ça va nous prendre probablement 3 à 6 semaines avant d'atteindre notre quota de 920 personnes dans 540 foyers différents de la commune de Paya. Alors la sensibilisation est en cours et puis comme je l'ai dit, la zone tout en haut, elle va bénéficier et de la sensibilisation et des lâchers de mâles stériles et ça nous permettra de faire une distinction et une évaluation de l'efficacité. Alors quelques mots sur l'enquête, là je vais passer rapidement parce que je pense que le temps m'est compté. Je vais juste vérifier. Oui.
Donc, comme je le disais, dans cette enquête, les personnes, tous les 6 mois, pendant 18 mois, qui auront donné leur consentement, vont donner leur sang, quelques gouttes au bout du doigt, vraiment quelques gouttes de sang. Et on va pouvoir, à partir de ces quelques gouttes de sang, déterminer l'historique de l'exposition de ces personnes aux piqûres de moustiques, d'une part, et puis savoir s'ils ont été exposés ou non dans leur vie à des piqûres infectieuses et s'ils ont été exposés à la dengue, au Zika, au chikungunya et à d'autres maladies potentielles transmises par les moustiques. Donc ça nous donnera une évolution au cours du temps, avant, pendant et après l'intervention pour mesurer l'efficacité. Et ces personnes devraient voir une chute de leurs anticorps si elles ne sont anti-moustiques, si j'allais dire, si elles ne sont plus piquées par les moustiques au cours du temps, au fur et à mesure que les lâchers de moustiques mal stériles auront lieu. Parce que ces anticorps sont relativement... Une femelle, lorsqu'elle vous pique, non seulement elle vous pompe du sang, mais elle relargue aussi des protéines de moustiques, des protéines salivaires qui vont éliciter une réponse immunitaire, et ce sont ces anticorps que l'on recherche dans les personnes qui se sont piquées au fur et à mesure et dans le temps. Alors, on commence à Paya, mais l'ambition, c'est bien entendu, si tout ce programme de recherche opérationnelle aboutit à des résultats probants, c'est de pouvoir décliner cette opération sur les autres communes de Tahiti. On commence par le grand bassin de population, et de faire en sorte, puisque le grand papeete de Paya jusqu'à Mahina, Aroué et Mahina, ça représente 50% de la population de la Polynésie française à elle seule. Donc l'idée, ce serait dans quelques années, de pouvoir décliner en fait cette opération à plus grande échelle. Et c'est la fin de ma présentation. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous pouvez aller vous rendre sur le site de l'Institut Malardé. Et il y a beaucoup d'informations sur le programme Pakesati et également sur l'enquête Evaltis qui nous occupe en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup, c'est un travail énorme. Je ne me rendais pas compte. Titanesque. Oui. Ma question, c'est, avec la capacité de production que vous avez aujourd'hui, quelle étendue vous pouvez imaginer traiter ? Alors, on dispose de 600 mètres carrés. Actuellement, on est en phase de rodage de la production industrielle. Sur la base de la surface qui est à notre disposition, on devrait pouvoir, avec les protocoles existants, les outils qui sont à notre disposition, produire de l'ordre de 5 à 7 millions de mâles par semaine. Ça, c'est ce que Singapour fait. Il y a plusieurs autres opérateurs qui existent actuellement. Singapour est un peu le fer de lance. Ils en sont actuellement à 40% de traitement de toute l'île de Singapour. Et ils ont doublé en fait leur production avec les mêmes équipements en quelques années. Donc il y a eu beaucoup de développement, d'amélioration, d'optimisation des protocoles. Et donc on pourrait envisager dans quelques années arriver au niveau de Singapour, donc passer de 5-7 millions à peut-être 10 millions ou 15 millions avec l'existant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de moustiques produits chaque semaine ? On peut s'attaquer très clairement à des îles entières. Probablement, on pourrait traiter toute l'île de Bora Bora avec ce genre de production. Et bien évidemment, il y aura un moment où il faudra envisager, si l'opération est un succès, de multiplier en fait ce genre de modules, mais de façon différente, avec des modules qui soient probablement sous forme de conteneurs, un système modulaire qui sera plus facile à passer pour le passage d'échelle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent justement sur la modélisation de ce genre d'usine pour pouvoir assurer le passage d'échelle. Merci. Oui, Hervé, merci. Bravo pour ce travail riche en recherche fondamentale, recherche appliquée, programme très complet. Ma question, je vais un peu te taquiner. Donc, si j'ai bien compris, dans cette population de moustiques, il y a des mâles et des femelles. Oui. C'est les femelles qui viennent nous embêter. Et pourquoi, au début du programme, vous avez décidé de travailler d'embêter les mâles et pas les femelles ? D'embêter les mâles et pas les femelles. Ça, c'est une opinion qui est la tienne. En fait, je ne sais pas si on les embête, les mâles. On fait des lâchers de mâles stériles. Ces mâles rentrent en compétition. Au départ, vous travaillez sur les mâles et pas sur les femelles. Ah. Les femelles qui étaient responsables des piqûres. Oui, alors,
Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur les femelles depuis maintenant. En fait, l'historique de travail sur l'entomologie médicale, au départ, les mâles étaient complètement ignorés dans l'équation. Et fort est de constater que tous les travaux qui ont été développés jusqu'à maintenant n'ont pas vraiment permis d'avoir des résultats probants en termes de contrôle et de lutte contre ces populations de moustiques. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui est réalisé en Polynésie française ou ailleurs, dans les pensions, dans les hôtels, c'est du traitement, la pulvérisation d'insecticides, une fois par mois, une fois par semaine, parfois au quotidien. Ça ne se voit pas, mais c'est une réalité, hein. C'est notre réalité aujourd'hui. Les établissements publics, pareil. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, hein, par rapport à ce fléau. Et donc, on propose à travers ces approches innovantes des alternatives qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle n'impacte qu'une seule espèce. Il n'y a pas d'impact sur les espèces, sur la biodiversité, il n'y a pas d'impact sur les autres, sur l'humain, sur les animaux de compagnie ou sur quoi que ce soit. Donc c'est quand même une technologie qui mérite d'être considérée. Oui. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, c'était une question de comment ça fonctionne l'effet des rayons X. Ok. Je sais plus. Donc, chez les insectes de façon générale et chez l'imago, donc le stade adulte, il n'y a plus de division cellulaire. Autrement que dans les cellules germinales, donc dans les organes sexuels. Donc, quand on place ces moustiques dans des canistères et dans l'appareil de stérilisation par rayons X, ils sont soumis évidemment à des rayons X de haute énergie et ça va casser les chromosomes des cellules qui se divisent. Comme il n'y a plus de division dans les cellules somatiques, dans les tissus de ces moustiques, ils ressortent totalement indemnes de ce traitement. Et en fait, en 3 minutes et quelques de cycle de stérilisation par rayon X, on a des moustiques qui sont tout à fait guillerés, ils sont réfrigérés pour les compacter. Ils sortent de là, on les remet à température, ils sont tout à fait guillerés, et on peut les lâcher, ils s'envolent faire leur boulot. La seule chose en ces 3 minutes qui s'est passée, c'est que leurs cellules germinales, leurs cellules qui sont donc les cellules de la reproduction, ont été complètement anéanties et qu'ils ne sont plus capables donc d'assurer la reproduction et la descendance. Voilà. Donc ça, effectivement, ça fait des cassures dans le chromosome qui font que ces cellules ne seront plus capables de se diviser et d'assurer la descendance derrière. Merci beaucoup là, pour cette présentation et ces travaux formidables. Et voilà, c'est impressionnant. Hein. Merci. Et voilà, ma question c'était sur Aedes aegypti, donc c'est l'espèce cible que tu vas travailler, sur laquelle vous travaillez en ce moment. Et donc si c'est un succès, qu'il n'y en a plus, mais donc ça libère une niche écologique. Et puis éventuellement Polliniensis ou d'autres moustiques, et qui vont prendre la place, le risque que les autres moustiques prennent la place. Okay. Et travailler sur les populations humaines en même temps, ce qui est très intéressant. Est-ce que eux, ils vont ne pas avoir de différence? On va remplacer une espèce par une autre. Comment vous allez faire? Ça ne se passe pas exactement comme ça. Ça, c'est une hypothèse que tu projettes comme ça, mais en fait, donc tu as conscience des caractéristiques écosystémiques, enfin des comportements et des adaptations de ces moustiques. Hein. Et en fait, ce sont des moustiques, on a consacré, Reva Lanuzel a consacré sa thèse à travailler, à essayer de comprendre quels sont les paramètres qui vont définir la présence ou l'absence de telle ou telle espèce, et puis l'abondance de ces moustiques. Et fort est de constater que le moustique Aedes polliniensis, il a besoin d'un environnement qui lui soit adapté. Et les zones urbaines, ce n'est pas un environnement qui est adapté pour ce moustique-là. Il est complètement... On le retrouve dans des zones... donc c'est vraiment le moustique selvatique dans les zones forestières, dans les zones... les cocoteraies, ou les zones qui sont riches en terriers de tupa, puisque ce sont des vraies petites usines à moustiques. Mais dans les zones urbaines, là où l'homme est présent, là où l'homme a transformé son environnement, ce moustique n'est pas présent. Donc, dans le cas de Paria, c'est très très distinct. La bande de 700 mètres de long, là où il y a des développements urbains, des habitations, c'est une zone où on échantillonne les moustiques, on ne voit
que de l'Aedes aegypti. Et si tu commences à monter sur les contreforts dans les zones qui ne sont pas habitées, là, par contre, ça va être 100% de l'Aedes polynésiensis. Puisqu'il n'y a pas de présence humaine, donc pas d'Aedes aegypti. En revanche, c'est un environnement qui est très favorable à la population de ce moustique Aedes polynésiensis. Donc voilà. Si on parvenait effectivement à l'élimination, ça c'est vraiment un objectif sur le long terme, de l'Aedes aegypti à Paia ou ailleurs, il n'y a pas de raison que l'Aedes polynésiensis s'établisse. Donc on mesure ça, comme tu vois, à travers les pièges à moustiques, de façon très attentive pour documenter cet aspect.